C'était un mardi d'automne, le 16 octobre 1984. Dans le paisible village de l'Épanche-sur-Vologne, niché dans les Vosges, la France allait basculer dans l'un des plus grands drames judiciaires de son histoire. Ce jour-là, vers 17h, Christine Villemain signale la disparition de son fils, Grégory, âgé de seulement 4 ans. Une angoisse insoutenable s'installe. Les recherches commencent immédiatement. Quelques heures plus tard, le corps de l'enfant est retrouvé, pieds et poings liés, immergé dans la Vologne, une rivière glaciale qui traverse la région. L'émotion est immédiate, profonde, nationale. Très vite, les médias s'emparent de l'affaire et l'opinion publique suit chaque rebondissement avec stupeur et colère. Qui pouvait vouloir du mal à un enfant si jeune? Pourquoi ce crime atroce? Ainsi commence l'une des énigmes les plus médiatisées et les plus troublantes du XXe siècle français. Très vite, l'enquête révèle un élément troublant. Depuis plusieurs mois, la famille Villemain est la cible de lettres anonymes et d'appels malveillants signés d'un mystérieux corbeau. Ce corbeau semble tout savoir de la vie privée des Villemain, nourri d'une haine sourde et intime envers Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. Ces lettres accusent, menacent, sèment le doute et la terreur. Le ton est violent, les propos sont venimeux. Pour les enquêteurs, une chose devient évidente. Le meurtre du petit Grégory n'est pas un acte isolé, mais l'aboutissement tragique d'une rancune familiale profonde et ancienne. Les soupçons se portent rapidement sur un cousin du père, Bernard Laroche, ouvrier et membre du cercle familial élargi. Son nom revient dans plusieurs témoignages. Le 5 novembre 1984, Laroche est interpellé notamment après que sa belle-sœur, Muriel Boll, âgée de 15 ans, l'accuse de l'avoir accompagné le jour du drame pour enlever Grégory. L'arrestation provoque une onde de choc, mais l'enquête prend un tournant brutal. Muriel se rétracte, affirmant avoir été manipulée. Faute de preuves formelles, Laroche est relâché. Pourtant, le soupçon persiste. En mars 1985, l'affaire bascule dans la violence. Jean-Marie Villemain, convaincu de la culpabilité de Bernard Laroche et excédé par le sentiment d'injustice, abat ce dernier d'un coup de fusil. Il sera incarcéré puis condamné à une peine de prison avec sursis. Le climat familial est à son paroxysme. Haine, règlement de compte, secrets inavoués. Mais le plus étonnant est encore à venir. En 1985, Christine Villemain, la mère du petit Grégory, est à son tour mise en examen. Elle est accusée d'avoir commis le crime, notamment à cause d'une expertise graphologique jugée controversée. L'image de cette jeune mère, enceinte de son deuxième enfant, est livrée en pâture aux médias. La France se divise. Pourtant, après des années de procédure, elle sera définitivement innocentée, blanchie de toute accusation. L'affaire, loin de se résoudre, devient un véritable labyrinthe judiciaire et humain, où la vérité semble à jamais noyée dans les eaux sombres de la Vologne. Malgré les efforts déployés par les enquêteurs au fil des décennies, l'affaire Grégory reste à ce jour officiellement non résolue. Pourquoi une telle énigme, au cœur de laquelle se trouve un enfant de 4 ans, a-t-elle résisté à plus de 40 ans d'investigation, d'expertise et de retournement judiciaire? La réponse réside d'abord dans les échecs des premières enquêtes, entachées par des erreurs majeures. Dès les premières heures, la scène du crime n'est pas protégée comme elle aurait dû l'être. Les preuves potentielles sont mal conservées, les témoignages parfois influencés par l'environnement familial pesant et les rivalités internes entre gendarmerie et police judiciaire viennent compliquer la coordination de l'enquête. À cela s'ajoute une pression médiatique énorme qui, au lieu d'éclairer, finit souvent par troubler le travail d'investigation. Des fuites dans la presse, des interprétations hâtives, des jugements publics. Tout cela contribue à une atmosphère irrespirable. Le dossier, devenu tentaculaire, est rouvert à plusieurs reprises. En 2000, puis en 2008, l'ADN est présenté comme l'espoir ultime, mais les prélèvements se révèlent trop dégradés pour offrir des résultats probants. En 2017, nouveau rebondissement. La justice relance l'affaire avec de nouvelles expertises graphologiques et des analyses psychologiques des protagonistes. Les enquêteurs s'intéressent de nouveau au rôle des femmes de la famille, notamment Jacqueline Jacob et Ginette Villemain. L'espoir renaît, mais toujours pas de coupable désigné de manière irréfutable. Ce flou judiciaire alimente un sentiment d'injustice collective. L'opinion publique oscille entre compassion pour la famille Villemain et frustration devant l'absence de vérité. L'image de la justice française en ressort écornée. Comment un système aussi développé peut-il échouer à résoudre un meurtre aussi symbolique, malgré le temps, les moyens et l'attention nationale? L'affaire Grégory est devenue bien plus qu'un fait divers. Elle est le reflet d'une faille dans le fonctionnement de la justice. Elle interroge notre rapport à la vérité, à la culpabilité, à la famille et aux médias. Ce dossier est désormais un traumatisme collectif, gravé dans la mémoire des Français, et chaque nouvelle relance judiciaire est à la fois un espoir et une crainte. Celle que, peut-être, la vérité ne soit jamais pleinement dévoilée. Et puis, en 2017,
Une silhouette que beaucoup croyaient effacée depuis longtemps refait surface dans les colonnes des journaux et les salles d'audience. Jacqueline Jacob, grande-tante du petit Grégory. Son nom, discret, presque anodin dans les premiers temps de l'enquête, revient brutalement au centre du débat judiciaire. Mais qui est vraiment cette femme, soudainement projetée dans la lumière crue de l'actualité, plus de 30 ans après le drame? Jacqueline Jacob, née dans les Vosges, est l'épouse de Marcel Jacob, oncle de Jean-Marie Villemain. À l'époque des faits, elle est perçue comme une femme sans histoire, calme, effacée, vivant à la lisière de la grande et complexe famille Villemain. Si sa présence était connue des enquêteurs dès les débuts de l'affaire, elle n'avait jamais été placée au cœur des soupçons. Elle ne s'exprime que rarement, fuit les projecteurs et se tient à distance des conflits explosifs qui ont marqué les relations entre les membres du clan familial. Sa relation avec les Villemain est marquée par les tensions intrafamiliales qui gangrènent le groupe depuis des années. La réussite sociale de Jean-Marie, jeune contremaître respecté dans son usine, suscite jalousie et ressentiment au sein de certains proches. Jacqueline et son mari Marcel n'échappent pas à cette mécanique infernale. Bien que cela n'ait jamais été exprimé ouvertement, plusieurs témoignages ont souligné l'existence de rancunes sourdes, d'hostilités larvées, parfois même de propos acerbes échangés lors de réunions familiales. Ce contexte lourd de ressentiment avait déjà nourri les lettres anonymes, signées du mystérieux Corbeau qui ciblait Jean-Marie Villemain avant même le meurtre. Pendant des décennies, Jacqueline Jacob est restée hors du radar médiatique, vivant dans une discrétion presque monacale. Elle ne participe à aucune émission, n'accorde aucune interview et son nom ne circule plus dans les chroniques judiciaires. Beaucoup l'ont oublié, mais en 2017, un nouvel éclairage vient changer la donne. À la faveur de nouvelles investigations, les enquêteurs reconstituent une trame autour de plusieurs lettres anonymes, certaines rédigées à la main, et décident de soumettre ces documents à des experts graphologues. Leurs conclusions sèment le trouble. Des similitudes troublantes sont relevées entre l'écriture de Jacqueline Jacob et celle des missives du Corbeau. Ce qui frappe alors, c'est le profil psychologique que dresse l'enquête. Derrière la femme discrète pourrait se cacher une figure beaucoup plus active qu'on ne le croyait dans la mécanique du harcèlement subi par les Villemain. Plusieurs éléments matériels, des analyses comportementales et surtout des croisements de données familiales suggèrent qu'elle aurait pu jouer un rôle dans la rédaction de certains courriers. Mais pourquoi aurait-elle agi ainsi ? Était-elle seule ? A-t-elle participé au crime ou simplement entretenu le climat de terreur autour de la famille ? Ainsi, la mise en examen de Jacqueline Jacob, en juin 2017, marque un retournement spectaculaire dans cette affaire gelée depuis trop longtemps. Si certains y voient l'opportunité de rouvrir une piste sérieuse, d'autres dénoncent une opération de communication judiciaire, fondée sur des preuves faibles, anciennes et sujettes à interprétation. Quoi qu'il en soit, cette femme de l'ombre, presque oubliée, devient malgré elle un des visages d'un mystère qui continue de hanter la mémoire collective française. La réapparition de Jacqueline Jacob dans le dossier Grégory ne s'est pas faite par hasard. Elle résulte d'un patient travail de fond mené par les magistrats en charge de la réouverture de l'enquête en 2017 à la faveur de nouvelles technologies et d'approches méthodologiques modernes. Si les enquêteurs la pensaient longtemps en périphérie de l'affaire, certains éléments, longtemps négligés ou mal exploités, vont progressivement l'élever au rang de suspecte principal dans l'un des volets les plus mystérieux de cette énigme, celui des lettres anonymes du Corbeau. Tout commence par une série d'analyses graphologiques approfondies, réalisées sur plusieurs courriers anonymes envoyés entre 1983 et 1984 aux membres de la famille Villemain, mais aussi à la presse, à la gendarmerie ou même à des proches du couple. Ces lettres, souvent manuscrites, sont rédigées dans un style caractéristique, fautes volontaires, majuscules agressives, vocabulaire haineux. À la lecture, c'est toute la rage d'un Corbeau anonyme qui transparaît, une rage dirigée avant tout contre Jean-Marie Villemain, mais parfois aussi contre d'autres membres du clan familial. Grâce à des techniques modernes de comparaison d'écriture, les graphologues mandatés par les juges d'instruction relèvent de fortes similitudes entre l'écriture de Jacqueline Jacob et celle de plusieurs courriers anonymes. Bien que ces analyses ne puissent constituer à elles seules une preuve irréfutable, elles sont jugées suffisamment convaincantes pour justifier une audition poussée. En parallèle, des analyses linguistiques révélant des tournures de phrases spécifiques, des expressions régionales ou familiales que seule une personne de l'entourage Villemain pouvait employer de manière si précise. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs décident également de réexaminer certains témoignages anciens et d'en confronter d'autres, jusqu'alors ignorés, issus d'enregistrements réalisés au sein même du cercle familial. Ces écoutes, remises au goût du jour, révèlent des propos ambigus, des tensions étouffées et parfois des fragments de vérité exprimés à demi-mot.
Des paroles échappées au détour d'un repas, des remarques sur le courrier anonyme, des silences lourds de sens. Tout cela nourrit une conviction croissante chez les magistrats. Le corbeau, ou du moins l'un d'eux, se cache parmi les proches. Les enquêteurs relancent également les interrogatoires de membres de la famille élargie, certains n'ayant plus été entendus depuis les années 80. Des incohérences émergent dans les récits, des oublis surprenants, des revirements inattendus. Certains évoquent désormais des comportements étranges de Jacqueline Jacob à l'époque, sa connaissance précise des déplacements de Jean-Marie, ou encore sa proximité avec certains lieux évoqués dans les lettres anonymes. C'est cette convergence d'indices, écrits, linguistiques, comportementaux et relationnels, qui pousse les juges à franchir un cap important. En juin 2017, Jacqueline Jacob est mise en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Une décision spectaculaire, annoncée dans un climat de tension extrême, qui divise autant qu'elle intrigue. Pour les parents de Grégory, cette mise en examen représente un espoir fragile mais réel. Celui qu'enfin, après des décennies de douleur, un visage soit associé à l'ombre du corbeau. Pour d'autres, au contraire, il s'agirait d'un coup de poker judiciaire trop tardif, basé sur des preuves contestables et risquant de raviver des blessures sans apporter de réelle résolution. La mise en examen de Jacqueline Jacob a provoqué une onde de choc émotionnel non seulement au sein de la famille Teuvilmin, mais également dans l'ensemble de l'opinion publique française. Après plus de 30 ans d'attente, de souffrance et de silence, ce rebondissement judiciaire a fait renaître chez les parents de Grégory une lueur d'espoir, celle que la vérité puisse enfin éclater. Mais cet espoir est teinté d'une profonde prudence, presque d'une crainte, celle de voir le dossier une fois de plus s'enliser dans l'incertitude, ou pire, se refermer sans justice. Jean-Marie et Christine Villemin, devenus avec les années des symboles de la lutte acharnée pour la vérité, ont accueilli la décision avec une gravité retenue. Dans un court communiqué transmis par leur avocat, ils ont exprimé leur soulagement de voir l'enquête progresser tout en se gardant de tout triomphalisme. « Nous faisons confiance à la justice, mais nous avons appris à être prudents », ont-ils déclaré. Après avoir été eux-mêmes injustement accusés, calomniés, traqués par les médias, les Villemin savent à quel point la lumière judiciaire peut être cruelle. Leur réaction traduit ainsi une maturité forgée dans la douleur, mêlant discrétion, dignité et vigilance. Du côté de la défense de Jacqueline Jacob, en revanche, le ton est bien différent. Maître Stéphane Djourana, avocat de la Grande-Tante, a dénoncé une mise en examen fondée sur des éléments anciens, subjectifs et interprétables à souhait. Selon lui, les expertises graphologiques utilisées pour l'incriminé relèvent plus de la spéculation que de la preuve irréfutable. Il parle d'un non-sens judiciaire, soulignant que sa cliente, âgée de plus de 70 ans au moment des faits reprochés, est aujourd'hui diminuée et n'a jamais fait l'objet de suspicions sérieuses à l'époque du crime. Il évoque même une volonté de clore le dossier à tout prix, quitte à sacrifier une innocente sur l'autel de l'émotion collective. Cette divergence d'interprétation alimente un débat médiatique houleux. Dans les journaux, sur les plateaux de télévision, les spécialistes du droit et les chroniqueurs s'affrontent. Sommes-nous en présence d'une avancée décisive ou d'un acharnement judiciaire dicté par la pression du temps et de l'opinion publique ? Certains y voient une volonté sincère de faire éclater la vérité, même tardivement, estimant que chaque piste mérite d'être explorée. D'autres dénoncent une sorte de chasse aux sorcières, où la justice, faute de pouvoir condamner les véritables coupables, s'acharne sur des figures secondaires pour donner une illusion de résolution. Ce débat se double d'une réflexion plus large sur le rôle des médias dans cette affaire. Depuis 1984, l'affaire Grégory a été au cœur d'une couverture médiatique sans précédent, parfois intrusive, souvent accusatoire, qui a profondément affecté les protagonistes, en particulier Christine Villemin. Aujourd'hui encore, chaque rebondissement suscite des unes sensationnalistes, des polémiques, des commentaires enflammés sur les réseaux sociaux. Pour certains, cette hypermédiatisation contribue à faire pression sur les juges. Pour d'autres, elle est le seul moyen de maintenir vivante la mémoire de Grégory. Dans ce tumulte d'émotions, d'interprétations et d'incertitudes, une seule chose semble faire consensus. La vérité, quelle qu'elle soit, est attendue avec une ferveur immense, mais aussi avec une inquiétude sourde. Car plus les années passent, plus le risque grandit que cette affaire ne soit jamais pleinement élucidée. Ou pire, qu'elle se termine dans la confusion et le doute éternel. Parmi tous les éléments ayant nourri la complexité de l'affaire Grégory, le corbeau occupe une place centrale presque mythique. Dans l'imaginaire collectif, cette figure anonyme incarne la haine, l'obsession et la vengeance sourde.
Bien avant le meurtre de l'enfant, cette voix invisible harcelait les Villemain à coups de lettres anonymes et d'appels téléphoniques inquiétants. C'est lui qui, dans un message glaçant adressé à Jean-Marie Villemain le 16 octobre 1984 à 17h32 écrit « J'espère que tu mourras de chagrin, chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Ce courrier, reçu après la disparition de Grégory et avant la découverte de son corps, a glacé la France entière. Il lit sans équivoque l'auteur du message à l'assassinat. Mais qui est ce corbeau? Est-il seul? S'agit-il d'un homme, d'une femme, ou même d'un groupe de personnes se relayant pour entretenir ce climat d'angoisse? Dès les débuts de l'enquête, les enquêteurs considèrent le corbeau comme l'un des éléments clés de l'affaire, voire comme le possible meurtrier ou complice. Son obsession pour Jean-Marie Villemain semble motivée par une rancune ancienne, enracinée dans une jalousie familiale viscérale. Les lettres parlent de justice, de vengeance, de punition. Un vocabulaire qui traduit une volonté de nuire au père autant qu'à l'enfant. La difficulté réside dans l'anonymat soigneusement entretenu par l'auteur. Le corbeau prend soin de ne jamais signer, de poster ses lettres à distance, d'adopter un style volontairement fautif, confus, parfois incohérent, comme pour brouiller les pistes. Mais au fil des ans, les experts notent des constantes, une manière de tourner les phrases, des expressions idiomatiques spécifiques à la région, et surtout une connaissance intime des dynamiques familiales. Il ou elle sait tout, trop, même. Cela indique clairement que le corbeau est issu du cercle familial proche, voire de l'environnement immédiat des Villemain. Les analyses graphologiques et linguistiques réalisées en 2017 sur les lettres, couplées à de nouveaux témoignages, ont permis de dresser un profil plus précis. Certains enquêteurs évoquent la possibilité qu'il y ait eu plusieurs corbeaux au fil des années, chacun reprenant le flambeau de la haine à un moment donné. Cette théorie expliquerait les variations de style, les changements de ton et la longévité de la campagne de harcèlement. Jacqueline Jacob, mise en examen en 2017, est soupçonnée d'avoir été l'une de ces voix de l'ombre, celle qui aurait entretenu la tension et semé la peur à travers ses mots. Mais elle n'est peut-être pas la seule. D'autres membres de la famille ont été évoqués au fil du temps. Ginette Villemain, Marcel Jacob, Muriel Boll, tous ont nié. Certains ont été mis en cause puis blanchis, d'autres sont restés dans la zone grise des suspicions. Aujourd'hui, le mystère du corbeau reste partiellement levé. Mais aucune condamnation formelle n'a encore été prononcée à son sujet. Et c'est là que réside le paradoxe de l'affaire Grégory. On connaît les lettres, leur contenu, leur violence, leur impact. On sait qu'elles sont au cœur du drame. Mais l'identité définitive de celui ou de celle qui les a rédigées, et surtout son rôle exact dans la mort de l'enfant, demeure insaisissable. Malgré les décennies écoulées et les multiples relances judiciaires, la justice n'a pas encore pu apporter toutes les réponses essentielles. Si l'ombre du corbeau plane toujours sur l'affaire, les zones d'ombre restent de nombreuses, parfois même plus épaisses qu'au premier jour de l'enquête. Les magistrats chargés du dossier sont confrontés à une question capitale, le ou les corbeaux sont-ils aussi les auteurs du crime, ou seulement les instruments d'un climat de haine ayant conduit indirectement à la mort de Grégory? L'un des principaux doutes réside dans la multiplicité des voix anonymes. Certains courriers, au fil des analyses, semblent venir de sources différentes. Les graphologues et les experts linguistiques évoquent la possibilité de plusieurs mains, avec des styles proches mais pas identiques. Cela soulève un doute crucial. Y a-t-il eu collusion, une organisation familiale souterraine pour persécuter Jean-Marie Villemain, ou bien une seule personne particulièrement habile a changé son écriture et son ton pour brouiller les pistes? Cette interrogation alimente une multitude de théories, parfois contradictoires, mais toutes effrayantes par ce qu'elles impliquent. La justice cherche aussi à comprendre les motivations profondes derrière ce crime et ses lettres. La jalousie sociale reste l'une des hypothèses les plus solides. Jean-Marie Villemain, jeune contremaître promis à une belle carrière, était perçu par certains membres de sa famille comme prétentieux, arrogant, privilégié. Son ascension sociale rapide, dans un contexte ouvrier marqué par l'humilité et les frustrations, a pu cristalliser des tensions anciennes. Les lettres du corbeau expriment une rage sourde contre cette réussite. Mais cette haine peut-elle suffire à expliquer l'enlèvement et la mise à mort d'un enfant innocent? Un autre mystère non résolu concerne les dernières heures de Grégory. Où a-t-il été emmené après son enlèvement? Est-il mort immédiatement ou a-t-il été retenu quelque part avant d'être noyé dans la Vologne? Plusieurs experts médico-légaux se sont penchés sur ces questions sans parvenir à une réponse définitive. Le corps de l'enfant, retrouvé ligoté mais sans trace de violence apparente, laisse penser à une volonté de faire souffrir la famille plus que l'enfant lui-même. Un message plus qu'un meurtre. Ce détail renforce l'idée que le crime est l'aboutissement d'un processus long de harcèlement orchestré par des proches. Enfin, le rôle exact de certains membres de la famille Villemain reste à élucider.
Si Jacqueline Jacob a été mise en examen, elle n'a jamais reconnu sa participation. Son mari, Marcel Jacob, quant à lui, a été brièvement mis en cause mais sans suite judiciaire. Muriel Boll, qui avait accusé Bernard Laroche avant de se rétracter, reste une figure clé de l'affaire. Ce qu'elle sait réellement, ce qu'elle a vu, ce qu'elle tait encore, tout cela constitue un point névralgique. À 15 ans au moment des faits, elle était au cœur du drame, peut-être témoin d'un secret qu'elle n'a jamais pu ou voulu révéler. Aujourd'hui, la justice navigue entre mémoire et oubli, entre témoignages effacés par le temps et indices qui refont surface grâce aux nouvelles technologies. Mais le temps joue contre elle. Les acteurs vieillissent, certains sont déjà morts et les preuves matérielles s'effacent lentement. Pourtant, la détermination des juges reste intacte. Chaque vérité, même partielle, est une lumière sur ce drame resté trop longtemps dans l'ombre. Avec la mise en examen de Jacqueline Jacob en 2017, l'affaire Grégory a semblé, un court instant, se rapprocher enfin d'un dénouement judiciaire. Beaucoup espéraient alors que le dossier déboucherait sur un procès historique, attendu depuis plus de 30 ans par la famille Villemain et par l'opinion publique. Mais rapidement, les espoirs ont été confrontés aux dures réalités du droit, du temps et de la complexité procédurale. En effet, si les juges d'instruction ont estimé que les éléments à charge, lettres, expertises, témoignages, étaient suffisants pour justifier une mise en examen, ils ne constituaient pas encore une base assez solide pour saisir une cour d'assises. Aucune preuve directe, aucun aveu, aucun témoin irréfutable. Le dossier repose essentiellement sur des faisceaux d'indices, des rapprochements linguistiques, des analyses comportementales. Or, dans un procès criminel où la présomption d'innocence est sacrée, il faut des certitudes, ou du moins une intime conviction soutenue par des preuves solides. Un autre obstacle majeur à la tenue d'un procès est la question de la prescription. Si certains délits liés aux lettres anonymes peuvent encore être poursuivis, le crime lui-même, l'enlèvement et l'assassinat de Grégory, posent des problèmes juridiques complexes. Le droit français a évolué depuis 1984, mais certaines infractions pourraient aujourd'hui être prescrites, rendant toute condamnation impossible même en cas de responsabilité avérée. Ce flou juridique ajoute à la frustration des familles et des citoyens qui souhaitent que justice soit enfin rendue. Les avocats de Jacqueline Jacob, eux, s'opposent fermement à toute procédure, dénonçant une enquête construite sur des interprétations sans fondement matériel. Ils parlent d'un acharnement, d'un besoin médiatique de trouver un coupable, peu importe la vérité. Pour eux, un procès serait injuste, inhumain et juridiquement bancal. Jacqueline, âgée et affaiblie, continue de clamer son innocence. Elle a refusé de s'exprimer publiquement, mais ses proches dénoncent une humiliation insupportable, une injustice morale après des décennies de silence. De l'autre côté, les Villemain espèrent toujours. Jean-Marie et Christine, bien que prudents, ont toujours souhaité qu'un procès ait lieu, non pas pour se venger, mais pour comprendre, pour enfin mettre un visage sur cette douleur qui les ronge depuis 40 ans, pour que leur fils ait un nom à opposer à l'oubli, pour que la justice française ferme enfin ce chapitre noir de son histoire. Mais la tenue d'un procès, aujourd'hui, représenterait bien plus qu'un simple acte judiciaire. Elle serait une forme de catharsis nationale, une occasion pour la société française de regarder en face cette affaire qui a révélé ses démons. Rivalité de classe, haine familiale, manipulation médiatique, dysfonctionnement institutionnel. Ce procès serait aussi une mise en accusation des lenteurs judiciaires, des erreurs d'enquête, des stratégies de communication désastreuses. Alors, y aura-t-il un jour un procès Grégory ? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais chaque avancée du dossier, chaque nom cité, chaque lettre redécouverte ou analysée avec des outils modernes maintient vivante cette possibilité. Et tant qu'elle existera, la justice ne pourra pas refermer ce dossier comme un simple fait divers ancien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre attention comptent énormément pour nous. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes, témoignages et révélations. Votre avis nous intéresse ? Laissez un commentaire pour partager vos impressions, poser une question ou lancer le débat. Et surtout, restez connectés. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt avec encore plus d'histoires captivantes à découvrir. À très vite sur la chaîne et encore merci pour votre fidélité.